Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire de la plongée. Une lune de miel qui vire au drame, une morte sous l'eau, et pendant des années une seule question. Accident tragique ou meurtre parfait? Christina Mae, surnommée Tina, est une jeune américaine de 26 ans, originaire d'Helena, en Alabama. En 2001, elle rencontre Gabe Watson à l'université de l'Alabama à Birmingham. Très vite, ils se mettent en couple. En 2003, alors qu'ils ont tous les deux 26 ans, ils décident de se marier. Pour leur lune de miel, ils choisissent une destination de rêve, le Queensland, au nord-est de l'Australie. Un véritable paradis pour les plongeurs. Entre la grande barrière de corail, les eaux turquoises et certains des plus beaux sites de plongée du monde, la région attire des passionnés venus de partout. Et justement, la plongée est une activité que le couple aime beaucoup. Gabe est un plongeur expérimenté. Tina, elle, est encore relativement débutante. Elle a commencé ses cours en janvier 2003 et a obtenu sa certification juste avant son mariage. Elle n'est jamais descendue à plus de 9 mètres, mais elle a déjà réalisé une dizaine de plongées. Cette excursion sera donc sa 11e. Gabe, lui, est un plongeur et un sauveteur certifié. Il a de l'expérience, notamment dans le lac du parc d'État Oak Mountain. Le couple embarque alors pour une croisière de 7 jours, organisée par une compagnie de plongée appelée Spoil Sport, au départ de Townsville. Au programme, explorer plusieurs sites mythiques de la Grande Barrière de Corail. Et parmi eux, un endroit particulier, l'épave du SS Yongala. Ce navire à vapeur a coulé en 1911 lors d'un cyclone violent au large du cap Bowling Green. Depuis plus de 100 ans, l'épave repose à une trentaine de mètres de profondeur et est devenue l'un des sites de plongée les plus célèbres du monde. C'est un endroit spectaculaire mais aussi exigeant. Les courants peuvent être puissants, la visibilité changeante et la plongée demande une vraie maîtrise. Malgré tout cela, Tina et Gabe décident d'y participer. Le matin de la plongée, tout semble parfaitement normal. Les plongeurs s'équipent, enfilent leurs combinaisons, vérifient leur matériel, puis, un par un, basculent dans l'eau. La plongée commence. Mais quelques minutes seulement après être descendus, le rêve vire au cauchemar. Sous l'eau, Tina semble soudain en difficulté. Cela fait environ 7 minutes qu'ils ont commencé la plongée lorsqu'elle fait signe à Gabe qu'elle veut remonter. Le courant est particulièrement fort. Pour remonter, les plongeurs utilisent généralement la corde de l'ancre du bateau, mais Tina n'arrive pas à progresser. Avec ses poids et la force du courant, elle lutte pour se stabiliser. Elle tente alors d'activer son gilet stabilisateur, ce dispositif qui permet de contrôler sa flottabilité. Elle appuie, encore une fois, mais rien ne se passe. Tina panique. Sa respiration s'accélère, chaque seconde devient critique. Gabe raconte qu'il essaie de l'aider. Il lui tend la main, tente de la stabiliser, mais plus les secondes passent, plus la situation se détériore. Dans un geste désespéré, Tina retire son détendeur, le dispositif qui lui permet de respirer sous l'eau. Et à ce moment-là, la panique devient totale. Gabe affirme qu'elle se débat violemment et qu'elle lui donne un coup au visage. Son masque se déplace. Sous l'eau, perdre son masque est extrêmement déstabilisant. Selon sa version, il n'a alors plus d'autre choix que de remonter à la surface. Il se retourne une dernière fois et il voit Tina s'éloigner, impuissant. Arrivé en surface, Gabe alerte immédiatement l'équipe de plongée. L'instructeur Wade Singleton plonge aussitôt pour aller la chercher. Quelques minutes plus tard, il remonte son corps à la surface. Et à bord du bateau, un médecin présent parmi les plongeurs commence immédiatement une tentative de réanimation. Massage cardiaque, respiration artificielle, pendant 40 minutes, mais rien n'y fait. Tina Watson est déclarée morte. Le lendemain, le médecin légiste constate des signes d'embolie gazeuse et conclut à une mort par noyade. Elle n'avait que 26 ans. Au départ, tout le monde pense à un accident tragique. Les accidents de plongée existent, surtout dans des environnements difficiles. Mais très vite, certains détails commencent à troubler les enquêteurs. La police de Townsville interroge Gabe Watson. Et 2 policiers en particulier vont développer une théorie. Les détectives Gary Campbell et Kevin Garinger. Selon eux, l'histoire racontée par Gabe ne tient pas complètement.
Ils décident de reconstituer la scène et leur conclusion est radicale. Pour eux, Gabe Watson aurait tué sa femme. Selon leur théorie, il l'aurait maintenue sous l'eau, coupé son alimentation en air, puis laissé mourir avant de remonter. Un témoignage semble alors soutenir cette hypothèse, celui du docteur Stan Lestos, présent lui aussi sur le bateau. Au départ, il affirme avoir vu Gabe au-dessus de Tina dans une position qui pourrait suggérer une lutte. Pour les enquêteurs, le mobile serait simple. L'argent. Tina possédait une assurance vie d'environ 160 000 $. Mais un problème apparaît rapidement, Gabe Watson n'en était pas le bénéficiaire. C'était le père de Tina. Malgré cela, les soupçons continuent de planer, et certains comportements de Gabe ne vont pas aider sa cause. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu au cimetière jeter les fleurs déposées par la famille de Tina sur sa tombe. Un geste étrange, difficile à comprendre et qui nourrit encore plus les soupçons. Pendant 2 ans, l'affaire reste floue. Puis en 2005, Gabe Watson est finalement inculpé. Mais le parquet du Queensland reconnaît rapidement qu'il manque des preuves solides pour prouver un meurtre. Un accord est alors conclu. Gabe plaide coupable, mais uniquement pour homicide involontaire. Il reconnaît avoir manqué son devoir de vigilance en abandonnant sa femme sous l'eau. Il est condamné à 18 mois de prison à Brisbane. Mais l'histoire est loin d'être terminée. À sa sortie de prison, Gabe Watson est immédiatement extradé vers les États-Unis. Là-bas, les autorités de l'Alabama relancent l'affaire. Et cette fois, l'accusation est beaucoup plus grave. Il est accusé de meurtre. Le procès s'ouvre à Birmingham. Les procureurs tentent de démontrer que Gabe aurait planifié la mort de sa femme, mais très vite, l'affaire commence à s'effondrer. Le docteur Stan Lestos revient sur son témoignage. Il explique qu'au moment des faits, il pensait en réalité que Gabe essayait de sauver sa femme. Sans ce témoignage clé, le dossier devient extrêmement fragile. Le juge estime alors que l'accusation ne dispose d'aucune preuve crédible. La procédure est rejetée et l'affaire classée. Après 9 longues années de bataille judiciaire, Gabe Watson est officiellement libre. Aujourd'hui, il a refait sa vie, il s'est remarié, mais son nom reste associé à cette affaire. Dans les médias, il a longtemps été surnommé le tueur de la lune de miel. Lui, de son côté, rejette totalement cette image. Selon ses propres mots, il n'est pas un meurtrier, il serait simplement le plongeur négligent de la lune de miel. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire.